Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo sur le chapitre 20 qui est une introduction aux variables aléatoires à densité. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on se rappelle un dessin qu'on avait déjà fait, qui est celui de la fonction de répartition de la variable rand dans Scilab. On avait fait ce dessin au chapitre sur les espaces probabilisés, et plus précisément sur la partie variable aléatoire en règle générale. Eh bien, ça je vous l'ai souvent dit en Scilab, la probabilité soit i inclus dans 0,1, proba que x appartienne à i, c'est la largeur de l'intervalle i. La probabilité que x appartienne à un sous-intervalle de i de 0,1, c'est la largeur de ce sous-intervalle. Imaginez que Scilab joue aux fléchettes sur 0,1. Et puis il ne vise aucun endroit particulier, les fléchettes arrivent, se répartissent de la même manière partout. À partir de là, la probabilité que x appartienne à l'intervalle 0x, c'est petit x. Mais ça c'est la fonction de répartition, c'est la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à petit x. Donc entre 0 et 1, notre graphe de notre fonction de répartition, c'est cette droite, la droite d'équation y égale x. Et puis évidemment, la probabilité qu'un rand soit négatif, c'est 0, puisque rand est entre 0 et 1, c'est Scilab qui le dit, c'est fait comme ça, et puis la probabilité qu'il soit plus petit que 1, du coup c'est 1 aussi. Donc voilà notre graphe. Je vous avais dit à l'époque où on avait fait ce graphe pour la première fois qu'on n'étudierait pas tout de suite de telles variables. Nous on était habitués jusque-là plutôt à des variables dont la fonction de répartition effectuait des sauts, des fonctions de répartition discontinues. Voilà un exemple de fonction de répartition continue, et je vous avais dit on remettra l'étude de ce genre de variables à plus tard. Eh bien c'est le moment, c'est ça les variables à densité. Je vais juste avant d'entrer dans le vif du sujet vous remontrer le passage en question dans le chapitre 17, le voilà. Donc on avait fait ce dessin ici sur le rand de Scilab, et puis je vous remontre juste la proposition sur les fonctions de répartition, le théorème général, le voilà. Regardez bien, on ne dit jamais qu'une fonction de répartition doit avoir des discontinuités. On dit juste qu'elle doit être croissante. On détermine ses limites en moins l'infini, en plus l'infini, et puis on dit qu'elle est continue à droite en tout point. Donc ça laisse la possibilité qu'elle soit discontinue, mais ça laisse aussi la possibilité qu'elle soit continue. Et puis voilà un quatrième point qui vous permettait juste de faire quelques calculs de probabilité. On va beaucoup se concentrer sur ces trois points-là, et d'ailleurs il y a quelque chose qu'on n'avait pas dit à l'époque et qu'on va dire maintenant. Donc vous pourrez annoter ce polyne, alors vous pourrez faire ça plus tard, sinon mettez pause sur la vidéo et puis allez le chercher. Ces trois points caractérisent les fonctions de répartition, c'est-à-dire réciproquement, si une fonction f vérifie ces trois points, alors c'est la fonction de répartition d'une certaine variable x, d'une certaine var x. C'est quelque chose qu'on ne va pas démontrer parce que c'est trop technique. Il faut construire une variable aléatoire à partir de rien, construire un univers, etc., etc. Mais je tenais juste à vous dire que ça, c'est vraiment les trois points qui caractérisent les fonctions de répartition. Et le quatrième n'est qu'une propriété. Ok, donc on se concentre là-dessus. Une fonction de répartition, c'est juste, a priori, quelque chose qui vérifie ces trois points. Alors, une fonction de répartition générale. Revenons maintenant à nos moutons sur les variables à densité et voyons en quoi c'est différent, qu'est-ce qu'on rajoute. Donc on peut entrer dans le vif du sujet, définition. On prend une variable aléatoire et on dit qu'elle est à densité si sa fonction de répartition, donc en plus bien sûr de vérifier les trois points précédents, si elle est continue sur R et C1 sauf en un éventuel nombre fini de points. Voilà la définition d'une variable à densité. Il faut donc une fonction de répartition continue, par exemple c'est le cas ici, et puis C1 sauf en un nombre fini de points, c'est le cas ici. Ici elle n'est pas C1 parce qu'elle n'est pas dérivable,
Ici, elle est pas C1 parce qu'elle n'est pas dérivable, mais partout ailleurs, elle est C1. Ok, alors, quelques propriétés de ce type de variable. Qu'est-ce qui se passe avec ces variables? C'est le but de ce chapitre. Première remarque, déjà, c'est que si vous utilisez cette propriété-là, alors d'où ça vient? Ça, c'est le 4e point que je vous ai montré dans le poly précédent, poly du chapitre 17, et vous faites tendre A vers B moins. Voilà ce que vous obtenez. La proba que x égale b, ça c'est toujours vrai pour toute variable aléatoire réelle, peut se calculer comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe en l'occurrence si la variable est à densité? Eh bien, comme fx, grand fx est continu, vous obtenez fx de b moins fx de b, 0. Donc la proba de chaque point, c'est 0. On va pouvoir le surligner. C'est une variable pour laquelle, pour tout b dans R, proba que x égale b soit 0. Donc en l'occurrence, si on applique ça par exemple à rand de Scilab, eh bien la proba que rand égale, je sais pas moi, 1/3, c'est 0. Proba que rand soit égal à 3/4, c'est 0. Proba que rand égale 1, c'est 0, etc. Rand ne charge pas les points. C'est comme ça qu'on résume ça en français. Charger les points, ça veut dire aucun point tout seul n'a de probabilité. Non nulle. Ce qui explique que c'est vraiment penser encore une fois à un jeu de fléchettes. Hein. Penser à un jeu de fléchettes, on l'avait déjà dit. Quand vous lancez une fléchette, la proba que votre fléchette arrive en un point précis, c'est 0, peu importe ce point précis. Pourtant, elle arrive bien quelque part. Hein. On avait parlé de ce, entre guillemets, paradoxe quand on avait introduit la notion d'événement négligeable. Des événements négligeables, ça arrive, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on les appelle négligeables et plus impossibles. Alors cette remarque, elle est importante dans les deux sens. Elle nous dit qu'une variable à densité ne charge pas les points. La proba de n'importe quel point en particulier, c'est 0. Et puis inversement, elle nous permet de voir tout de suite que certaines variables ne sont pas à densité. Typiquement, si x suit une loi géométrique, x n'est pas à densité. On pourrait rajouter car elle charge certains points. Car x charge certains points. Bah oui, les points de la forme, les entiers. Les entiers strictement positifs. Ok, alors inversement, on va faire un exemple positif, on va fabriquer une variable aléatoire à densité. J'ai laissé un peu de place ici, je vous laisse tracer ce graphe, mettez pause dans la vidéo. C'est important que vous sachiez tracer des fonctions classiques, donc là, constante, racine, constante. À vous de vous débrouiller pour faire un graphe correct. Moi je vais le faire tout de suite, je vous laisse mettre pause dans la vidéo et le faire en même temps que moi. Hop. Alors je vais mettre pause aussi pour pas prendre trop de temps dans la vidéo. Voilà, alors je vous ai préparé le graphe avec 0 pour les négatifs, 1 pour les x plus grand que 1, et puis je vais essayer de tracer racine entre les deux. Alors, on sait tous à peu près à quoi ressemble racine, hein, elle est croissante, elle arrive ici avec une demi-tangente verticale, et puis je pourrais être un peu plus précis même et me demander avec quelle tangente elle arrive ici. Alors, je dérive racine en 1 sur 2 racines, donc elle arrive en 1 avec un nombre dérivé égal à 1/2. Donc 1/2, c'est un angle moitié plus petit que les 45 degrés de la droite y égale x. Donc je vais essayer de faire ça. Je démarre avec une tangente verticale, et puis j'arrive avec quelque chose comme ça. Voilà, ça me semble assez bien, je pense difficilement pouvoir faire mieux. Voilà ma fonction de répartition. Ok, et puis l'exercice est le suivant. Alors l'exemple est le suivant, pardon. J'ai une fonction qui est manifestement continue, alors il faudrait peut-être le démontrer quand même. Continue, du moins, on montre sans difficulté que c'est une fonction continue sur R, alors je vous invite à le faire. Je vais juste vous donner quelques références. Sur moins l'infini 0, 0, 1,
et 1 plus l'infini, c'est clair. Et puis, en 0 et en 1, vous le faites à la main. Je rappelle ce qu'est une fonction continue, et bien montrer que la limite, quand, par exemple en 0, quand x, petit x tend vers 0 de grand fx de petit x, c'est fx de 0. Vous ferez pareil en 1, mais il n'y a pas de problème, sur ce dessin on le voit, il n'y a pas de souci. Alors, en particulier, cette fonction est continue à droite en tout point. Elle est aussi croissante sur R, ça se voit immédiatement. Et les limites, elles sont très claires, elles sont même écrites ici. Donc, les 3 points que je vous ai montrés dans le poly précédent sont vérifiés. Donc, ces 3 points prouvent que f est bien une fonction de répartition d'une certaine variable x. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de montrer quelle est la densité. Donc, de plus, comme grand f est continu sur R et C1, continu sur R, on vient de le dire, et puis C1, il n'y a pas à s'embêter, hein, elle est C1 sur ces 3 intervalles. Est-ce qu'elle est C1 en 0 et en 1? Manifestement non, mais c'est pas grave, on s'en moque, on n'a même pas besoin de l'étudier puisqu'on s'autorise un nombre fini de points où ça n'est pas C1. Donc je récapitule, elle est continue sur. En plus d'avoir les 3 points habituels des fonctions de répartition, cette fonction est continue sur R, et C1, sauf éventuellement en 0 et 1, je m'en moque. Ça suffit pour dire c'est une fonction de répartition d'une certaine variable x à densité. Alors, une densité de x est donnée par... Alors, que veut dire densité? Je remonte. Ensuite, on appelle densité de x, pour une variable à densité, eh bien, toute fonction qui est égale à la dérivée de la fonction de répartition, sauf en un éventuel nombre fini de points. Ah oui, déjà, si elle n'est pas C1 en un certain nombre fini de points... Si elle n'est pas dérivable, déjà peut-être, sauf en un éventuel nombre fini de points, je ne pourrais pas forcément définir sa dérivée partout. Mais c'est pas grave. Toute fonction qui est égale à fx', sauf en un éventuel nombre fini de points, convient, et on appelle ça une densité de x. Alors en l'occurrence, voilà une densité de x, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dérivé ça. Sauf en 0 et en 1. En 0 et en 1, je fais ce que je veux. Alors, dérivons déjà sur moins l'infini 0, vous dérivez 0, vous avez 0. Dérivons entre 0 et 1, je l'ai dit à l'oral avant, 1 sur 2 racine de x. Dérivons sur 1 plus l'infini, on dérive la constante 1, on a 0. Qu'est-ce qui se passe en 0 et en 1? Ce que je veux, donc j'ai choisi de mettre ici un inférieur ou égal pour dire que j'ai imposé la valeur 0 en 0. Pareil ici, j'ai imposé la valeur 0 en 1. Mais si ça me chantait, je pouvais imposer n'importe quelle autre valeur, je sais pas moi, 15. Et puis ici, en 1, j'aurais pi imposer pi, peu importe. Dessinons cette densité, pareil, je vous laisse mettre pause dans la vidéo et faire le dessin. Alors voilà, ça fait quelque chose comme ça à peu près, 0 partout dans les négatifs, 0 partout quand x est plus grand que 1, et puis 1 sur 2 racine de x entre les deux. Alors vous voyez qu'elle est discontinue ici et ici. C'est normal, grand fx c'était C1, n'était pas C1 ici et ici. Donc quand je dérive, j'ai quelque chose qui n'est pas continu ici et ici. Donc vous voyez ici le fait qu'il y ait des sauts, des discontinuités, traduit cette histoire de C1 sauf en un nombre fini de points. Et puis la valeur ici n'est pas clairement définie. Moi j'ai imposé 0 ici, donc je pourrais le symboliser comme ça, et j'ai imposé 0 ici, mais j'aurais très bien pu imposer en 1, au lieu de mettre la valeur 0, j'aurais pu imposer la valeur 1,5. Mais même autre chose, j'aurais pu imposer n'importe quelle valeur, par exemple par ici, entre les deux, etc. Donc c'est pas important ce qui se passe au niveau des discontinuités. C'est ce que j'explique ici. On peut changer f en un nombre fini de points, en 0, en 1, et même ailleurs. Vous pouvez changer f, vous pouvez prendre un point ici et changer sa valeur, au lieu de la mettre ici sur cette courbe. Vous pouvez faire un petit saut ici si vous voulez, peu importe. Tant que partout sauf en un éventuel nombre fini de points, c'est la dérivée de la fonction de répartition, ça nous convient. Alors à quoi sert une densité? À quoi ça sert de dériver la fonction de répartition? Alors attention, densité n'est pas égale à fx de petit x ne vaut pas du tout la proba que grand x égale petit x. Ne serait-ce que parce que ça, on sait que c'est toujours égal à 0 pour une variable à densité.
Mais en un sens, ça permet quand même de mesurer un peu les probabilités. Alors on va voir comment. Plaçons-nous justement en un point où la densité égale à la dérivée de la fonction de répartition. Donc on a cette relation. Écrivons ce nombre dérivé comme une limite de taux d'accroissement. Le voilà. Je passe aux fonctions de répartition, je passe des fonctions de répartition au proba, c'est le point 4 dans nos propriétés de fonctions de répartition. Et puis comme grand X est à densité, elle ne charge pas les points, que je transforme ce strict inférieur en inférieur ou égal, ça ne change rien. Je le fais. Alors voilà, on vient d'interpréter la densité, regardez. Donc la densité, c'est la limite de ce quotient. Ça veut dire quoi quand h? Ça veut dire que quand h est proche de 0, cette proba, là, que x soit entre petit x et petit x plus h, elle est proche de h fois la densité en x. À mettre en lien avec un exercice qu'on fera en info, alors effacez le 20 21 parce qu'ils ne sont pas numérotés comme ça. Mais on verra le lien en informatique. En attendant, on va juste faire un petit dessin pour expliquer ça et surtout faire la transition avec la proposition juste en dessous. Alors dessinons une densité arbitraire. Je vais faire un graphe. Alors je ne vous l'ai pas encore dit, mais une densité ça ne peut pas être n'importe quoi, il y a quand même certaines propriétés à vérifier, mais je dessine une densité typique, que d'ailleurs vous avez déjà croisé au lycée certainement. Voilà, c'est un exemple de courbe de Gauss mal dessinée, on sait que c'est une densité. Mettons un petit x quelque part, alors je vais le mettre dans les négatifs pour changer. Et puis je vais mettre un petit x plus h à côté avec h petit, donc x et x plus h proches. J'ai ici y égale petit fx de petit x. Et je prétends que la probabilité que ma variable grand X se situe dans cet intervalle, c'est donc environ égal à cette R ici, hein, largeur H, hauteur fx de petit x. Il s'avère que en fait, la valeur exacte de cette probabilité, c'est l'air sous la courbe verte. Donc, ce qu'on vient de voir, c'est qu'on a une approximation de la probabilité qui est par ce petit rectangle, l'air de ce petit rectangle, mais la valeur exacte, c'est en fait l'intégrale entre x et x plus h. C'est ce qu'explique, cette proposition 1. Soit x une variable à densité, grand fx sa fonction de répartition, petit fx une densité, je dis bien une densité, hein, parce que, souvenez-vous, on peut la changer en un nombre fini de points, ça fait une autre densité, mais qui est tout aussi valable. Et bien voilà, pour tout x dans R, l'intégrale de moins l'infini à x de la densité converge, et puis elle vous donne la fonction de répartition, c'est-à-dire la probabilité que grand X soit entre moins l'infini et petit x. En particulier, c'est important, l'intégrale sur R converge et vaut 1. Donc, on a un lien très clair entre ce dessin et cette proposition. Alors, sur le dessin, j'ai parlé de la probabilité que grand X soit entre petit x et petit x plus h, et ici, je vous parle seulement de la probabilité d'être entre moins l'infini et x. Mais le lien entre les deux, on le fera tout à l'heure, vous vous en doutez, on ne va pas seulement calculer des probabilités d'être entre moins l'infini et petit x, on va aussi calculer des probabilités de ce type-là. Mais voilà le début. Le message, c'est les probabilités se calculent comme des intégrales maintenant, avec les variables à densité. Les intégrales des densités. Ok. Alors, petite remarque pour expliquer que c'est naturel, hein, une densité est définie comme dérivée de la fonction de répartition, sauf en un éventuel nombre fini de points, et donc la fonction de répartition, c'est donc une primitive de la densité. Et puis, donc en intégrant la densité, on récupère les valeurs de la fonction de répartition. Alors il y a quand même plusieurs choses auxquelles il faut faire attention. Les intégrales sont impropres. Il y a cette histoire de nombre fini de points qui peut me changer des choses, qui peut poser des problèmes. Donc il faut démontrer ça proprement. Alors pour ça, je vais faire un petit dessin là en dessous là où j'ai laissé de la place pour la démonstration. Donnons justement des noms à ces éventuels points problématiques où cette relation n'a pas lieu.
On va les appeler A1 jusqu'à AR. Et puis je vais faire un dessin. Je vais mettre A1 ici, A2, 3 petits points. Je vais appeler AI un point comme ça quelconque, AI plus 1 le suivant, 3 petits points. On arrive au dernier, AR. Ok, alors la première étape, c'est de montrer que entre deux points successifs, donc de AI à AI plus 1, l'intégrale converge et vaut cette différence. Donc prenons un I, un point quelconque, et puis regardons cette intégrale. Alors elle est impropre en les deux bornes, hein, puisque la densité a priori n'est pas même pas définie en AI plus 1, on ne sait pas du tout ce qui se passe. Donc on coupe entre les deux, on pose un C au milieu, quelque part, et puis on va regarder déjà sur de AI jusque C. Donc je pose un Y entre AI et C, j'intègre de Y à C, mais sur cet intervalle, la dérivée de la fonction de répartition, la densité c'est bien la dérivée de la fonction de répartition, hein, donc je sais primitiver ça, il n'y a pas de problème. Et puis par continuité, quand je fais tendre Y vers AI, ça tend bien vers fx de C moins fx de AI. Donc cette intégrale de AI à C, elle converge et vers cette valeur-là. Bon, vous vous en doutez, on va faire exactement pareil sur C AI plus 1, on applique Schall et ça marche. Donc étape 1, si j'intègre la densité, une densité entre deux points à problème successifs, ça fonctionne, ça me donne la différence des fonctions de répartition en ces deux points. Étape 2, allons de moins l'infini jusqu'à A1. Donc là on a réglé par exemple cet intervalle. Allons régler son compte à l'intervalle moins l'infini jusqu'à A1. Bon, bah, l'intégrale est encore impropre en deux bornes, on coupe de nouveau, avec un C quelque part entre moins l'infini et A1. On intègre de Y à C, et puis c'est la même histoire. Je vous laisse regarder les détails, c'est la même histoire, ça marche bien. Ça donne bien la limite, sauf que, pardon, la limite en moins l'infini c'est 0, hein, donc ça vous donne en quelque sorte fx de C moins la limite, mais la limite c'est 0, donc juste fx de C. Donc ça marche bien. L'intégrale de moins l'infini à A1 converge vers seulement fx de A1. Dernière étape, alors j'ai oublié de le dire, soit x appartenant à R, et on va intégrer de moins l'infini à x, ce qui est fait ici, hein, ce qui est la proposition. Donc on intègre de moins l'infini à x, et je vais montrer que ça converge vers fx de petit x. Alors si x se situe avant A1, eh bien on vient de le faire, hein, intégrer de moins l'infini à x, c'est encore plus simple que l'étape 2. Et puis sinon, si x n'est pas plus petit que A1, eh bien il est quelque part entre les AI ou après AR. Bah dans ce cas, il suffit d'appliquer Schall à chaque fois. Hein. De moins l'infini à A1, on sait faire. De A1 par l'étape 2. De A1 à A2, on sait faire par l'étape 1. Et puis peut-être que x est là, et juste après A2, auquel cas c'est gagné. S'il ne l'est pas, ben vous allez jusqu'à A3 par l'étape 1, etc., etc. Au bout d'un moment, vous arriverez sur x, et ce sera terminé. Donc ça fonctionne. Ok, alors maintenant qu'on a ça, on peut enfin expliquer comment calculer des probabilités beaucoup plus générales avec une densité. Donc qu'est-ce qui se passe au niveau de cette figure ? Ok, alors la densité caractérise la loi. Autrement dit, si je prends deux variables aléatoires à densité qui ont la même densité, sauf éventuellement en un nombre fini de points, encore une fois, c'est une marge de manœuvre dont on dispose, eh bien x1 et x2 ont la même loi. Et en particulier, c'est très important cette partie parce que c'est elle qui vous explique comment calculer des probabilités. Pour n'importe quel intervalle i de bornes a et b, qui peuvent être plus ou moins l'infini d'ailleurs, comment vous calculez la proba que x appartienne à i ? Eh bien vous intégrez la densité entre a et b. D'accord ? Alors c'est exactement ce que j'expliquais ici. Quelle est vraiment la proba que votre variable grand X soit entre petit x et petit x plus h ? Eh bien c'est l'intégrale entre x et x plus h de la densité. Donc ce serait plutôt
cette aire verte. Et puis cette chose-là n'en était qu'une approximation. Ok, prouvons ça. Donc il y a deux choses, hein, il y a deux parties dans cette proposition. D'une part, j'explique que si on a la même densité à un nombre fini de points près, on a la même loi. Et en plus, je vous donne, c'est ça, donner la loi, hein, c'est expliquer comment calculer n'importe quelle probabilité de n'importe quel intervalle. En l'occurrence, je vous l'explique même en pratique, on intègre sur cet intervalle la densité. Ok, prouvons ces deux points. Donc je vais appeler fx1 et fx2 deux densités de x1 et x2, respectivement. Et puis je les suppose identiques sauf un nombre fini de points. Alors, passons par les fonctions de répartition. Nous, on sait déjà, depuis le chapitre espace probabilisé, plus précisément depuis la partie variable aléatoire, que la fonction de répartition caractérise la loi. Donc si j'arrive à montrer que les deux variables ont la même fonction de répartition, j'aurais gagné. Mais c'est le cas. Reprenons ce qu'on vient de dire ici. Je peux, à partir de la densité, retrouver la fonction de répartition comme ça, en intégrant. Mais l'intégrale, on le sait, depuis qu'on a fait nos chapitres d'intégrale, l'intégrale ne voit pas un éventuel changement en un nombre fini de points. Donc entre fx1 et fx2, il y a la même intégrale. Les différences entre ces deux fonctions, c'est juste en un nombre fini de points. L'intégrale ne voit pas ça, n'est pas sensible à ça. Donc ces deux intégrales sont identiques, donc les deux fonctions de répartition sont identiques. Et donc x1 et x2 ont la même loi. Maintenant, deuxième étape, expliquons comment calculer la proba de n'importe quel intervalle en intégrant la densité sur cet intervalle. Alors pour un intervalle de type moins l'infini à b, c'est évident. La proba d'être entre moins l'infini et b, c'est la proba d'être inférieur ou égal à b, c'est la définition de la fonction de répartition, et puis c'est ce qu'on vient de voir dans la proposition précédente. Donc, la proposition précédente, le calcul dans la proposition précédente est un cas particulier du calcul général qu'on veut faire ici. Première étape. Pour ces intervalles, c'est bon. Pour un singleton, je rappelle ce que c'est juste un ensemble avec un seul élément, en l'occurrence C. Mais un singleton, c'est un intervalle, on va dire. Un intervalle C de borne C, C. Donc la probabilité d'être entre C et C, c'est la proba bien sûr d'être égale à C, et puis c'est 0, on l'a dit au tout début, les variables à densité ne chargent pas les points. Ça tombe bien, l'intégrale de C à C, c'est 0 aussi. Donc c'est vrai, ça colle. Donc, regardons bien de quoi on parle, on doit parler de tout intervalle, on a déjà traité les intervalles de la forme suivante, et de la forme suivante. Il en reste plein. Mais doucement, doucement, on avance. Alors, reprenons le premier type d'intervalle, et puis je peux passer au complémentaire. Si je sais faire des intervalles de type moins l'infini b, je saurais faire des intervalles de type a plus l'infini. Alors attention, ici c'est fermé en b, ici c'est ouvert en a. Pourquoi? Parce que la proba d'appartenir à un tel intervalle, c'est la proba d'être strictement plus grand que a. C'est donc 1 moins la proba d'être inférieur ou égal à a. Je sais que 1, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, de la densité. Ça c'est important, hein. Toute densité est d'intégrale 1. Moins l'intégrale de moins l'infini à a, je viens de le voir. Et ma partiale, j'ai bien l'intégrale de a plus l'infini. Ok. Et puis je vous laisse voir les deux derniers points. Il nous reste d'autres types d'intervalles, les intervalles AB comme ça. Et puis, encore d'autres types. Mais de proche en proche, on va pouvoir tous les faire. On est un peu en train de refaire ce qu'on avait dit dans le chapitre d'espace probabilisé, qui est que la fonction de répartition caractérise la loi. À partir des intervalles comme ça, on peut retrouver toutes les probas de tous les autres intervalles. On est en train de refaire ça finalement. Ok, alors avant de terminer, je vous donne juste une petite caractérisation des densités. Étant donné une fonction, quand est-ce qu'on peut dire que c'est une densité? Condition pour qu'une fonction soit une densité. Eh bien, il faut que votre fonction soit positive et continue sauf un éventuel nombre fini de points, et tel que l'intégrale converge vers 1. Donc il y a 3 points. On va les surligner. Positive et continue sauf un éventuel nombre fini de points. Alors ça c'est
Sous-entendu, c'est 2 points en 1. Positivité, continuité, sauf en un éventuel nombre fini de points. Et puis l'intégrale doit converger vers 1. Donc à chaque fois qu'on vous demandera de démontrer qu'une certaine fonction est une densité, voilà ce qu'on attend de vous. Donc pareil, c'est quelque chose qu'on admet, parce qu'il va falloir construire une certaine variable, construire un espace probabilisé, c'est technique. Donc premier exercice, montrons que cette fonction est la densité d'une certaine variable x. Donc on va la dessiner, c'est important de savoir dessiner des fonctions basiques. Hop, je vous laisse faire ça en même temps que moi. Exponentielle de moins 2 valeur absolue de t. Donc c'est une exponentielle de, disons, moins 2t quand t est positif. Donc une exponentielle décroissante, on sait faire ça. Et puis, c'est pair. Donc vous la tracez sur R+, et puis vous symétrisez. Mettez pause dans la vidéo, moi je vais faire apparaître le graphe directement. Donc voilà, une exponentielle décroissante, et puis quelque chose de pair. Bon, c'est difficile de dessiner ça proprement sur la tablette, je m'excuse d'un graphe pas très propre, mais peu importe, on a l'idée. Donc, je dois vérifier cette proposition 3. F est clairement positive. Sur R, il n'y a pas de problème. Même pas en un nombre fini de points, alors qu'on pourrait. Est-elle continue? Manifestement, f de x, c'est quoi? C'est exponentielle de moins 2x si x est positif, et puis exponentielle de 2x si x est négatif. Donc f est continue sur 0 plus l'infini, exclu 0, et moins l'infini, 0, exclu en 0. Et ça me suffit, donc sur R privé de 0. Il s'avère même qu'elle est continue en 0, celle-là. Mais je n'ai pas à le vérifier, c'est pas nécessaire. Elle pourrait ne pas l'être, ça me dérangerait pas. Donc je m'embête pas plus à faire plus de travail inutile. Je m'arrête là. Elle est positive sur R, elle est continue sur R privé de 0. Donc ça c'est vérifié. Et puis il me reste à vérifier que l'intégrale converge vers 1. Troisième point. Alors, intégrale sur R de exponentielle moins 2 valeur absolue de x dx égale 1, c'est la question. Cette fonction est paire, on va l'intégrer déjà seulement de 0 à plus l'infini. L'intégrale de 0 à plus l'infini de f x, pardon, elle s'appelle f pour l'instant, de f de petit x dx, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini. Alors de 0 à plus l'infini, j'ai mon expression, c'est exponentielle moins 2x. Eh bien c'est dans le cours, c'est bien 1/2, loi exponentielle. Donc par parité, l'intégrale de moins l'infini à 0 de f de x dx égale 1/2 aussi. Et donc intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x dx égale 1/2 plus 1/2 égale 1. Chal. Donc j'ai vérifié mes 3 points. Cette fonction est bien une densité d'une certaine variable. Alors, d'où sort-elle cette variable? On n'en sait rien, ça peut être toutes sortes de contextes différents. Toujours est-il que il existe une variable aléatoire à densité qui a cette fonction pour densité. Donc vous voyez, jusque-là, je ne l'ai pas noté f indice x, parce que je ne savais pas si x existait. Mais maintenant, je pourrais dire, cette variable, appelons-la grand X, et puis petit f, c'est f indice x. Ok, alors, je vous laisse lire cette définition et essayer cet exercice 2. On le corrigera dans la séance en live. Je la lis juste avec vous, allez, je l'encadre et je la lis avec vous. Alors on parle des fonctions indicatrices, on va souvent les utiliser dans ce chapitre pour simplifier les calculs, enfin les notations. Soit E un ensemble et A inclus dans E. On appelle fonction indicatrice de A une application, E dans R.
qui est x associe 1 si x appartient à A et 0 sinon. Donc en fonction de la valeur de cette fonction, 0 ou 1, on peut voir si petit x appartient à A ou pas. Ok. Alors je vous laisse regarder cet exercice. On veut déterminer la bonne valeur du nombre A ici au numérateur, pour qu'ici on ait une densité. Je vous laisse faire ça et puis on débrief en live. Merci et à bientôt.